pour donc cette dernière table ronde, regard croisé, qui va clore donc cette journée des entretiens de l'orientation. Alors le titre de la table ronde, enfin du regard croisé, puisque c'est l'intitulé dans le programme, c'est regard croisé sur les enjeux des dynamiques de territoire, de l'évolution des métiers et des métiers en tension et de l'offre de formation. Donc on a commencé par essayer de décrypter ce que ça pouvait bien vouloir dire. Et l'idée c'est d'intégrer, d'articuler ça à tout ce qu'on a vu depuis ce matin. On a vu en gros, le programme, vous l'avez vu, organisé autour de 3 conférences de regard croisé. Conférences, on en a eu une première, donc une première table ronde autour de la question des métiers, de leur évolution, de leur disparition, de l'impact que les transitions écologiques, numériques pouvaient avoir sur les métiers aujourd'hui et demain, et puis sur les compétences, et cette fameuse logique compétence qui se substitue ou qui tendrait à se substituer à la logique ancienne qui était davantage centrée sur les qualifications. Puis ensuite, on a eu 2 conférences sur les parcours, donc en quelque sorte, on avait vu la demande d'un côté, et puis là, on a l'offre, donc comment est-ce qu'on articule les parcours d'orientation et les parcours d'insertion, puisqu'on a une table ronde sur les difficultés d'insertion des jeunes en France. Et donc la question là, c'était voilà, comment est-ce qu'on articule les parcours des jeunes de manière à ce que, de manière dynamique, on arrive à apparier une demande de compétences dynamique, mouvante, qui se transforme, et une offre de compétences à partir des savoirs et à partir des enseignements, mais complétée par donc ce travail sur l'orientation et sur l'insertion. Et les regards croisés, en tout cas c'est comme ça qu'on a choisi de les interpréter de cet après-midi, ils prennent des questions un peu transversales, c'est-à-dire qu'ils essaient de souligner, en prenant 2 exemples, combien en fait cet appariement entre une demande de compétences d'un côté, une demande dynamique, une offre dynamique de l'autre côté, comment tout ça se réalise dans un monde assez imparfait où il peut y avoir, on vient de le voir, des inégalités, inégalités sociales, inégalités de genre, et puis un autre aspect peut-être d'imperfection, sans que ce soit péjoratif, c'est la réalité territoriale, c'est-à-dire que tout le raisonnement est mené pour l'instant comme si les choses pouvaient se faire dans une espèce de monde éthéré où le positionnement géographique, le positionnement spatial ne comptait pas, et comme si en fait l'ensemble des co-constructions, des partenariats qu'on peut imaginer, qu'on a évoqué depuis ce matin entre l'entreprise, l'éducation nationale, les institutions, ne se nouait pas en fait au plus près en fonction des réalités concrètes des différents territoires. Et donc c'est ce que se propose ce dernier regard croisé, c'est de regarder comment tout ce qu'on a évoqué finalement depuis ce matin, les questions d'offre de formation, les questions d'orientation, les questions de demande de compétences, comment l'ensemble de les questions d'appariement, les questions de recrutement, comment tout ça se décline en fait dans les faits sur une dimension qui est une dimension territoriale. Alors j'ai autour de moi un panel de très haut niveau, quand même à le dire Béatrice, de haut vol. Donc Catherine Beauvois, à la gauche de la table ronde, de la demi-table ronde. Catherine Beauvois, vous êtes directrice de projet à la DG Pôle emploi. Je vous ai promu tout à l'heure directrice générale, mais de projet seulement. De projet. Camille Cousin, donc chargée d'études sur les métiers à la DARES. Hélène Insel, rectrice de l'Académie de Grenoble, et puis Julien Valette-Viala, vous êtes DRH Innovation, Technologie avancée et digitale chez Air Liquide. Et donc je suis Christophe Lavial, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, doyen du groupe des sciences économiques et sociales. Alors je propose qu'on commence par un premier temps, pour redécliner un peu ce que je viens d'évoquer, c'est d'abord sur la question de la dynamique des métiers et des compétences, et donc justement d'approcher cette dynamique qu'on a abordée ce matin sous un angle plus territorialisé. Donc je me retourne vers Camille Cousin. On sait, on en a parlé ce matin, la DARES travaille beaucoup sur ces projections des métiers, des compétences. Il y a eu donc notamment ce travail sur les métiers en 2030 qui dressait un panorama des dynamiques, des difficultés de recrutement dans la décennie à venir. Ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est qu'en fait ce travail a été décliné de manière très précise et dessine finalement une carte des réalités territoriales sur laquelle j'ai envie de vous interroger pour commencer. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis Camille Cousin, chargée d'études à la DARES. La DARES, c'est l'organisme statistique qui est rattaché au ministère du Travail. J'avais prévu quelques petites slides. Je ne sais pas si c'est possible de les projeter. Tout est possible. Parce que ça reste des résultats qui sont parfois un peu complexes. Donc, s'il y a un visuel derrière, ça peut être plus simple pour comprendre. Sinon, je peux faire sans aussi. Je crois qu'on essaie de le faire. Vous pouvez peut-être commencer à... Oui. Alors, donc les métiers en 2030, c'est un rapport qu'on a publié d'abord, donc un exercice national qu'on a publié d'abord en mars 2022.
on publie donc la déclinaison de cet exercice au niveau de chaque région en janvier 2023, sachant que cet exercice consiste à voir d'ici 2030 quels seraient les besoins et les difficultés de recrutement dans différents métiers. On utilise donc une nomenclature de 83 métiers, enfin familles de métiers. Donc vous allez voir, c'est des regroupements de métiers. Donc ce qu'on cherche à savoir, c'est quels seraient d'ici 2030 donc, les différents flux que l'on projette. Donc par métier, on cherche d'abord à avoir les créations d'emplois d'ici 2030, donc l'ensemble des postes qui seraient créés, moins les postes qui seraient détruits, qui nous donnent des créations nettes d'emplois. On a ensuite les départs en fin de carrière qui sont donc c'est plus large que des départs à la retraite, puisqu'ils prennent également en compte les personnes à partir d'un certain âge qui sont soit bon, vous avez le diaporama juste là, donc juste avant. Donc les départs en fin de carrière qui a un concept plus large que les départs à la retraite, et donc qui prennent également les personnes qui sortent de l'emploi pour inactivité ou encore pour raison de santé. Ces créations nettes d'emplois et les départs en fin de carrière composent l'ensemble donc des postes à pourvoir à l'horizon 2030 par métier, sachant qu'on va avoir des flux qui vont venir donc pourvoir ces postes, et notamment les jeunes débutants en emploi, donc qui sont sur la gauche. Et on a également donc les mobilités entre régions, qui sont donc les sorties moins les entrées par région, qui correspondent donc, si elles sont positives, donc ça veut dire qu'on a plus de sorties dans la région que d'entrées dans la région, et si elles sont négatives, ça veut dire qu'on a plus d'entrées dans la région que de sorties dans la région. Typiquement, on va avoir des flux positifs, donc des sorties nettes donc, en Île-de-France, et je vais vous montrer aussi d'autres régions où on va avoir des entrées nettes, comme l'Occitanie par exemple, ou encore la Nouvelle-Aquitaine. Donc on peut passer à la slide suivante. Donc c'est un peu complexe comme graphique, mais je vais vous le simplifier, sachant que en bleu, c'est les créations nettes d'emplois. En orange, vous avez donc les départs en fin de carrière. En rouge, les jeunes débutants en emploi. Et en jaune, vous avez donc les entrées ou les sorties par région. Je vous ai mis ici donc toutes les régions de France métropolitaine pour lesquelles on fait l'exercice, et elles sont classées donc selon le petit losange en gris qui correspond donc à la somme de tous ces flux. Le petit losange en gris, c'est donc après que les jeunes et les personnes qui proviennent d'autres régions soient rentrées sur le marché du travail, donc aient pourvu les postes que sont les créations nettes d'emplois et les départs en fin de carrière. Donc en fait, quels postes vont rester non pourvus. Donc on aura besoin d'autres flux qu'on ne présente pas dans cet exercice, qui pourront être donc notamment les mobilités entre métiers. Donc ça, c'est un flux qui est important, les mobilités entre métiers, notamment pour certains métiers comme les départs en fin de carrière, par exemple, comme les métiers de seconde partie de carrière ou les métiers de première partie de carrière, qui voient soit des sorties par la suite de leur métier, soit des entrées. Donc ici, on peut voir vraiment les régions qui sont regroupées selon différentes caractéristiques. Donc, les régions où on va avoir le plus de difficultés, où les difficultés de recrutement vont le plus s'accentuer à l'horizon 2030, c'est les régions donc, qui sont en haut du classement. Donc, on voit que c'est les régions qui sont globalement donc toutes sur la façade atlantique, puis le sud, et ça remonte même en Auvergne-Rhône-Alpes, notamment la région où on va avoir le plus où les difficultés de recrutement vont le plus s'accentuer, ce serait donc l'Occitanie, qui est la région la plus dynamique à l'horizon 2030. Donc ces régions sont caractérisées vraiment par un dynamisme particulier qui était déjà le cas dans le passé. On n'a fait que projeter à l'horizon 2030 ce dynamisme. Globalement, les départs en fin de carrière sont à peu près les mêmes
en moyenne nationale. C'est des régions qui sont donc moins jeunes que dans la moyenne nationale, à part pour Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est des régions qui vont attirer, voilà, merci beaucoup, attirer donc des actifs qui viennent d'autres régions. On a un second groupe donc qui est donc le bas du classement et qui sont donc des régions qu'on peut donc dans ce second groupe, c'est des régions qui, donc les difficultés de recrutement resteraient à peu près au même niveau qu'en 2019. Elles ne seraient pas particulièrement aggravées, mais ça n'empêche pas que ce sont des régions dans lesquelles il y a quand même des difficultés de recrutement. Et donc ces régions, on peut les différencier en également 2 sous-groupes, que sont la Normandie, Bourgogne-Franche-Comté et Centre-Val de Loire, qui sont du coup plus des régions du centre et du nord-ouest. Donc dans ces régions, elles sont pas particulièrement dynamiques. Elles attirent très peu le dynamisme déjà est projeté comme dans le passé, sachant qu'elles sont très peu peuplées, enfin elles sont moins peuplées en tout cas que les autres régions et donc moins dynamiques. Et on a moins de personnes qui viennent dans ces régions, sachant que le peu de personnes qui viennent dans ces régions, c'est généralement des personnes qui proviennent d'Île-de-France, vu que ça reste des régions limitrophes à l'Île-de-France. Et on a également donc un autre sous-groupe qui sont les régions donc Grand Est et Hauts-de-France, qui sont plus jeunes que la moyenne nationale. Donc c'est leur particularité. Après, elles restent quand même moins dynamiques qu'au niveau national. Et enfin, le dernier grand groupe qu'on peut classifier, c'est l'Île-de-France, qui est assez particulière du fait que donc c'est la région dans laquelle le plus de jeunes débutent. Son dynamisme est à peu près le même qu'au niveau national. Et on a surtout beaucoup de sorties de cette région, donc beaucoup d'actifs, en fait des jeunes qui débutent, puis après qui vont partir pour aller rejoindre surtout les régions qui sont donc les plus dynamiques, et surtout les régions du sud et de l'ouest. Donc on peut ensuite faire un focus sur la région Auvergne-Rhône-Alpes pour voir un peu quelles vont être les difficultés de recrutement à l'horizon 2030 dans cette région, sachant que ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est une région, enfin c'est un exercice qui décline l'exercice national. Donc on n'a pas pris en compte vraiment les spécificités de chaque région. On n'avait pas ce type de données disponibles, et en plus on n'a pas l'expertise totale pour pouvoir vraiment dire dans quelle région exactement on va avoir des difficultés de recrutement à l'horizon 2030. On a fait des projections à l'exercice au niveau national, et ensuite on passe par un niveau régional grâce à une matrice de passage qui permet d'avoir la part de chaque région dans chaque métier. Donc ici, ce qui est important à souligner, c'est que donc en Auvergne-Rhône-Alpes, on aura vraiment donc les métiers qui vont avoir des difficultés de recrutement qui vont s'accentuer. C'est déjà des métiers qui sont en très forte difficulté de recrutement, à part, ou en forte difficulté de recrutement, à part les agents d'entretien qui ont des difficultés assez modérées. Le reste des métiers ici donc sont déjà en très forte difficulté et vont voir ces difficultés s'aggraver à l'horizon 2030. On a particulièrement des métiers de cadre qui ont des potentielles difficultés de recrutement encore plus accentuées qu'au niveau national, parce que on a généralement dans cette région un dynamisme pour les métiers de cadre qui est plus important qu'au niveau national. Notamment pour revenir un peu à la précédente table ronde, on a donc l'évolution de la structure des emplois vers plus de qualifications qui est tirée par l'activité des femmes donc dans cette région. Et on a les effectifs féminins de cadres et professions intellectuelles qui sont supérieurs, qui ont donc plus que doublé en 20 ans dans cette région. Donc ils sont passés, c'est un point à retenir, sachant que c'est pas le cas dans toutes les régions.
Et on aurait également des besoins donc chez les aides à domicile et les aides-soignants qui sont particulièrement signes d'une population vieillissante. Ça, c'est un résultat qu'on a vraiment au niveau national du fait que la population vieillissante, on va avoir besoin donc de s'occuper de ces personnes et donc besoin de métiers comme d'aide-soignant ou d'aide à domicile. J'ai également fait un focus sur Grand Est, qui donc dans cette région, ce qui est assez particulier, c'est qu'on a quand même un peu plus d'hétérogénéité sur les métiers dont les difficultés de recrutement vont s'accentuer. On a donc les agents d'entretien toujours avec des difficultés de recrutement modérées, mais également les ouvriers qualifiés de la manutention. Sachant que, par exemple, pour les ouvriers qualifiés de la manutention, on verrait leurs difficultés de recrutement s'accentuer du fait notamment du développement du commerce en ligne et donc des besoins de logistique importants. On a des créations d'emplois qui sont plus faibles généralement qu'au national pour les métiers dans le Grand Est, surtout pour les métiers de cadre et chez les conducteurs de véhicules. Et on a des destructions d'emplois qui sont plus importantes chez les assistantes maternelles. Et ça, c'est vraiment lié du fait qu'on a une baisse de la fécondité, sachant que c'est une région qui est plus jeune. Elle va avoir plus de destruction d'emplois qu'au niveau national dans ce métier. Enfin, on a donc dans cette région des départs en fin de carrière qui sont généralement plus élevés et des destructions d'emplois qui vont être moins importantes chez les agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs et bûcherons. Enfin, j'ai fait un dernier focus donc sur un métier qui est le métier d'ingénieur de l'informatique. On a pu, vous le savez peut-être que c'est un métier quand même où on a justement peu de mixité. Et donc, ce métier, j'ai voulu vous le représenter parce que ce qui est particulier, c'est qu'on va avoir autant dans certaines régions des difficultés de recrutement qui vont vraiment s'accentuer. C'est le cas donc dans les Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie ou encore la Bretagne. Et dans le reste des régions, ça va être, on va avoir des difficultés de recrutement qui seront les mêmes qu'aujourd'hui, sachant que c'est important de souligner que ce métier est en très forte difficulté de recrutement dans chaque région. Donc, il y a vraiment des choses à faire pour régler ces problèmes dans chaque région. Et donc, on remarque qu'il y a également beaucoup de jeunes qui s'insèrent dans ce métier en Île-de-France et dans les Hauts-de-France, ce qui permet que l'Île-de-France donc soit là en bas du classement. Au final, on pourrait considérer que les jeunes qui s'insèrent dans ce métier en Île-de-France vont pourvoir l'ensemble des postes qui seront projetés, mais ce ne sera pas suffisant pour réduire les difficultés de recrutement qu'on a aujourd'hui. Et une dernière chose à noter, c'est que l'Île-de-France perd particulièrement du dynamisme dans ce métier par rapport aux autres régions. En fait, cette région a été particulièrement dynamique dans ce métier par le passé, mais dans les dernières années, on voit que ce dynamisme donc s'estompe par rapport aux autres régions qui donc rattrapent un peu leur retard et vont créer plus de postes dans ce métier. Et voilà pour moi. J'espère que j'ai pas été trop longue. C'était parfait. Merci en tout cas de ce premier cadrage. Vous l'avez rappelé, hein, la méthodologie est importante. Hein, donc vous utilisez des matrices de transition qui vous permettent de passer, j'allais dire mécaniquement, en tout cas par calcul du niveau national au niveau régional, mais avec cet intérêt de souligner qu'effectivement la réalité n'est pas uniforme, hein, et que si on prolonge les dynamiques constatées dans le passé, ben, on peut très bien avoir des réalités finalement assez contrastées. Donc, ce qui justifie effectivement de s'interroger sur l'ensemble des questions qu'on se pose au niveau territorial. Je me retourne vers Julien Vallet-Vialard, qui est l'entrepreneur de la table ronde, en tout cas qui est DRH d'une grande entreprise multinationale pour le coup. Est-ce que dans l'activité, on reviendra tout à l'heure concrètement sur l'activité de recrutement, mais est-ce que cette dimension territoriale est quelque chose que vous avez en tête, notamment sur les métiers dont vous vous occupez, qui sont les nouveaux métiers ou ceux qui sont en émergence dans le digital, dans les technologies avancées? Est-ce que cette dimension territoriale est quelque chose que vous prenez en compte avec les exigences de mobilité, par exemple, qu'elles peuvent impliquer? Tout d'abord, merci de nous recevoir et peut-être 2-3 mots sur Air Liquide pour ceux qui ne connaissent pas le groupe Air Liquide. C'est un leader mondial des gaz.
c'est des technologies qui sont mises au service de l'industrie, de la santé. Et c'est un groupe qui a son activité déployée dans à peu près 70 pays et qui comporte près de 70 000 collaborateurs. Donc c'est vraiment une activité locale et Air Liquide a développé son activité en envoyant des gens loin. En 1902 ou 3, on était au Japon, donc c'est vraiment un métier pour lequel, parce que vous opposiez peut-être aussi mobilité géographique et territoire, et la mobilité géographique, je pense, a été essentielle pour le développement d'Air Liquide, de sa culture, de son savoir-faire, du transfert des technologies. Mais à l'inverse, la nature des activités est complètement locale, parce que quand on fabrique du gaz à un endroit, on le livre à 100 km, 200 km, 300 km, peu de gaz traverse vraiment toute la planète. Et donc, l'ancrage territorial, il est absolument essentiel. C'est-à-dire que chez Air Liquide, on recrute local. Et à partir de là, on a des problématiques classiques qui viennent se confronter à ce que vous venez de nous présenter en termes de vacances de talents, notamment pour nos activités de manufacturing, enfin celles qui nécessitent concrètement d'être dans l'usine, d'être au bureau ou d'être sur site. Donc à partir de là, on est obligé d'avoir une tactique de recrutement local, donc rien d'exceptionnel, mais donc de s'associer avec des partenaires, s'associer avec Pôle emploi, s'associer avec des agences d'intérim, voire d'internaliser nous-mêmes nos propres ressources de recrutement. Et si on fait référence au bassin grenoblois, on pourra en parler peut-être tout à l'heure, là on a une cellule qui est proprement dédiée, je dirais, à ce bassin-là, qui a un dynamisme tel, et Air Liquide a beau être important, c'est notre plus grand site d'ailleurs dans le monde, le site grenoblois, on est petit en fait à côté d'autres acteurs, donc on doit faire vivre la marque localement avec des partenariats avec des associations, avec des partenariats avec les universités et avec une action de terrain pour le recrutement qui est essentiel. Mais je crois qu'on le développera tout à l'heure. Après, dans le domaine que j'accompagne d'un point de vue RH, il y a les technologies du futur au sens industriel, la cryogénie, l'informatique quantique, le spatial, etc. Mais il y a aussi le digital. Donc il y a ça en commun avec toutes ces personnes qui travaillent dans les technologies industrielles, d'être sur la technologie au service du climat et au service de la santé. Mais les enjeux sur les métiers du digital sont complètement différents. C'est-à-dire qu'on a une population qui aujourd'hui veut pouvoir travailler de n'importe où, de toutes les façons. Et là, la territorialité, je dirais, du recrutement, elle est complètement inversée et on est plutôt renvoyé, je dirais, à nos modes de travail dans l'entreprise qui consistent à vouloir que les gens viennent au bureau 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours par semaine, peu importe là où on est sur l'échelle. Mais aujourd'hui, les gens du digital nous demandent même plus de savoir où est le bureau. En fait, leur problème, c'est plus ce sur quoi ils vont travailler, les technologies qu'ils vont mettre en œuvre, le sens qu'ils vont donner à leur travail, mais pas tant la question de la territorialité. Merci beaucoup. En tout cas, c'est intéressant parce que au regard de ce qu'on évoquait ce matin, ça prouve que là aussi, il y a la manière d'appréhender le territoire, elle peut être très variable d'un individu à l'autre, du type de métier auquel il se consacre ou auquel il se destine, et que donc il faut savoir adapter aussi ces politiques de recrutement au rapport à l'espace, j'allais dire ça comme ça. Alors je me retourne maintenant vers la rectrice de la table ronde, Hélène, qui va nous expliquer, donc là, côté politique d'offre de formation et politique d'orientation, on a évoqué depuis ce matin les dispositifs nationaux qui peuvent exister en matière de découverte des métiers, des compétences, de travail avec l'entreprise. Comment est-ce qu'on décline ça au niveau territorial, à la fois dans le jeu d'acteurs du territoire, et puis en tenant compte des réalités que Camille a pu pointer sur les réalités des dynamiques des métiers et des compétences. Merci. Alors bonjour à tous et à toutes. Et pour répondre à ma collègue Sophie Béjean, moi j'ai repris il y a 15 jours, ce qui explique que j'ai pu venir. Ça, c'est dit. Il y a 3 zones, non mais parce que voilà, Oui, j'ai eu des réflexions tout à l'heure. Bon, alors plus sérieusement, effectivement, la réflexion sur l'offre de formation, elle s'inscrit bien sûr dans une réflexion nationale sur les métiers de demain, les métiers porteurs, les métiers qui seront
qui nécessiteront des recrutements plus importants, c'est fondamental. Mais évidemment, elle se décline aussi par rapport au territoire, sans être dans une adéquation immédiate, hein, parce que l'adéquation immédiate, on y répond plutôt par des formations en apprentissage, en formation continue, voilà. Mais effectivement, dans une perspective 2030, où on est tous engagés, alors là, on est bien dans l'anticipation des besoins du territoire. Alors bon, évidemment, en Auvergne-Rhône-Alpes, et en particulier dans l'Académie de Grenoble, qui est une région économiquement très dynamique, hein, la première région industrielle de France, finalement, les besoins territoriaux recoupent assez les métiers qui ont dû être évoqués ce matin et qui sont identifiés comme les métiers de demain. Et pour avoir été rectrice de l'Académie de Reims, c'est pas tout à fait pareil. Effectivement, vous avez pris les deux exemples Grand Est et je me sentais vraiment concernée. Mais c'est effectivement la démographie n'est pas la même. Et il y a quelque chose quand même qui m'a manqué dans votre exposé, c'est la différence des taux de chômage. Parce que quand on est sur le recrutement, il y a aussi à un moment donné la main-d'œuvre disponible et donc on peut former. Hein, alors que quand on est en Auvergne-Rhône-Alpes, le taux de chômage est très faible déjà, enfin, par rapport au niveau national, alors qu'il est beaucoup plus élevé dans le Grand Est, surtout dans l'ouest du Grand Est. Bref. Alors, oui, nous sommes évidemment dans un diagnostic territorial hein, qui est mené avec, ce qui est très très important, c'est, et c'est de plus en plus fort, c'est la dynamique collective de travail entre les acteurs territoriaux, c'est-à-dire l'école, mais au-delà de ça, les formations, hein, l'école qui produit des formations, le monde économique, les entreprises, les collectivités, hein, évidemment, c'est la région qui a la compétence de la carte des formations. Et puis, voilà, donc ce travail collectif, comme on a tous besoin les uns des autres et de plus en plus. Et je trouve que ce rapprochement de l'école, de l'entreprise et des collectivités au niveau territorial est franchement bien engagé. Alors il est engagé pour ce qui est de l'orientation des élèves, c'est-à-dire de la découverte des métiers, hein, puisque effectivement, cette découverte des métiers maintenant est installée à partir de la 5e, en tout cas de manière expérimentale. Dans mon académie, c'est 60 collèges qui sont quand même engagés dès cette année, et puis l'année prochaine dans tous les collèges. Et ça se travaille avec tous les partenaires, évidemment. Effectivement, avec des mini-stages, on parlait des stages de 3e, mais dans le cadre de la découverte des métiers, il peut y avoir des mini-stages, des visites d'entreprise, des venues effectivement de personnes ressources inspirantes dont on a parlé, du marrainage, important le marrainage, du parrainage, du mentorat, et puis de la participation à des tas d'événements locaux. Il y a aussi tout le travail qu'on fait avec Entreprendre pour apprendre, hein, toutes ces mini-entreprises, c'est vraiment adorable, hein, comme quand ils présentent leur mini-entreprise, qui dit moi je suis le DRH, moi je suis le directeur financier, enfin quand on les met en situation et qu'ils comprennent tout ce que c'est que tout ça. Enfin, voilà, il y a toutes ces choses-là qui contribuent à... Mais après, sur la réflexion à proprement parler sur l'offre, on se lance vraiment dans des diagnostics, encore une fois en partenariat, territoriaux, et ça suppose qu'on construise des réseaux, en fait. Parce que pour partager ces diagnostics, comment on définit le territoire et comment on définit les partenaires avec lesquels l'élaborer et envisager les formations. Dans mon académie, comme dans la plupart des académies, on peut identifier trois types de réseaux. Les réseaux par filière qui sont aujourd'hui portés par des chefs de file impressionnants en dynamique que sont devenus les campus des métiers et des qualifications. Il y en a, je crois, 16 dans la région Rhône-Alpes, en tout cas 6 dans l'Académie de Grenoble.
Et ils sont en charge d'une filière, hein. Ça peut être électronique, ça peut être effectivement, on travaille, voilà, on travaille avec votre entreprise à Grenoble sur le CMQ d'excellence, et on a répondu à un appel d'offres ensemble. Donc ces CMQ sont quand même des locomotives parce que, et qui permettent aux autres lycées d'être portés vers effectivement des nouvelles formations en partenariat. Partenariat, ça veut dire quoi? Parce que dans les CMQ, hein, on a un lien avec l'entreprise, bien entendu, avec l'enseignement supérieur, et puis on a toute forme de formation initiale, apprentissage, formation continue, des plateformes techniques partagées, et ça irrigue les différents territoires, mais ça reste par filière. L'autre réseau qu'on dynamise, qui n'est pas nouveau, mais qui n'était pas assez utilisé, qui n'était pas un levier assez fort, ce sont les comités locaux écoles-entreprises, dont d'aucuns ne savent même pas l'existence. Dans l'Académie de Grenoble, il y en a 16. Donc là, on a plutôt une approche, on n'a pas une approche filière, on a une approche bassin de vie, bassin d'emploi. Et là, c'est pareil, hein. On a, mais vraiment sur un territoire un peu plus précis, c'est piloté par un chef d'établissement et en général un représentant d'une entreprise. Donc il y a les entreprises, il y a tous les établissements concernés, tous les acteurs de la formation. Évidemment, le CIO est partie prenante, également les GRETA qui, dans l'Académie de Grenoble, portent non seulement la formation continue, mais l'apprentissage. Et là, voilà, au niveau local, ils développent aussi tous ces diagnostics, ces réflexions, ces organisations de forums des métiers, ces mises en relation des entreprises et des lycées, etc., pour à la fois jouer sur l'offre et sur la demande. Et puis enfin, le troisième type de réseau qui permet aussi de travailler tout ça, et qui est plutôt un réseau géographique construit par l'éducation nationale, ça n'empêche pas les partenaires d'y être associés, bien entendu, et qui n'existe pas forcément dans toutes les académies. On les appelle les réseaux pédagogiques. C'est des espaces territoriaux qui sont construits justement sur le parcours des élèves. Alors, quelquefois, ça correspond au bassin de vie, quelquefois un peu moins, mais c'est assez micro aussi. Et c'est vraiment justement pour faire travailler ensemble, alors pour le coup, du premier degré jusqu'en terminale, sur le parcours des élèves à partir d'un territoire. Voilà, donc ces trois types de réseaux se croisent et s'entrecroisent pour réfléchir à nos problématiques. Et donc effectivement, aujourd'hui, l'enjeu, quand on voit les besoins pour 2030, c'est de pouvoir bouger notre carte des formations, qui a une réputation à être un peu lente à la détente, de manière la plus agile et rapide possible. Et ça, justement, grâce à tous ces réseaux et grâce à France 2030 et l'AMI CMA, auxquels ont répondu d'abord les campus des métiers et des qualifications, parce qu'ils ont la force de frappe, ils ont les partenariats de haut niveau, etc., et auxquels répondent aujourd'hui, maintenant, de plus en plus, parce qu'on a aussi simplifié la procédure, c'est pour ça que je parle des locomotives, les territoires locaux, de manière à la fois jouer sur alors soit des colorations de formation en attendant la transformation des diplômes qui, nous le savons, avec la réforme des lycées professionnels va être accélérée, mais en attendant, on a beaucoup travaillé sur des colorations de diplômes, soit des formations nouvelles qui viennent d'être validées, et puis qui permettent aussi de travailler sur la formation des enseignants et l'attractivité des filières, en particulier envers les jeunes femmes, pour faire le pont avec ce qui a été dit tout à l'heure. Voilà, donc je vais peut-être m'arrêter là pour un premier truc, parce que sinon je peux
tenir la rampe Ouais, pendant les ouais, heures. ouais. Merci beaucoup. Juste, je rebondis côté entreprise, ces partenariats, là, puisque vous évoquiez le fait que je crois que c'est le plus gros établissement d'Air Liquide, en tout cas un très gros établissement d'Air Liquide se situe à Grenoble. Côté entreprise, ces partenariats, ces réseaux, comment vous les voyez, comment vous les percevez? En particulier, est-ce qu'on est maintenant, c'était un peu ce qu'on évoquait ce matin, est-ce qu'on est arrivé à un point où il y a un diagnostic partagé, une culture commune sur la manière de parler des métiers, la manière d'imaginer les compétences, la manière de se projeter et justement d'apparier les offres et les demandes? Ou est-ce qu'il vous semble qu'il y a encore de la distance entre les deux mondes? Alors, donc là, je me positionne vraiment sur les sites qui nécessitent d'être sur place. Donc, je quitte le monde du digital qui vraiment répond encore à une logique de réalité de marché. Mais Air Liquide dans la région grenobloise, c'est le campus technologie Grenoble, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et il rassemble 1400 collaborateurs à un seul et même endroit sur 17 hectares. Donc, c'est un endroit assez concentré où on recrute beaucoup. C'est un site qui hébergeait peut-être 500 personnes il y a 6-7 ans et 1400 aujourd'hui, donc il y a une dynamique importante. Et ce qu'on y trouve, c'est des ateliers de conception, du manufacturing sur des équipements de haute technologie, de cryogénie extrême, etc. Mais dans certains équipements qu'on peut connaître, nous, c'est les réservoirs des fusées, ou ce type d'équipement. Localement, le campus, il est engagé dans le pacte économique local et par des collaborations avec des universités dans le développement de nouvelles formations, parce que concrètement, aujourd'hui, les filières, par exemple, qui forment des techniciens, des masters ou des ingénieurs aux technologies de l'hydrogène sont, et qui est probablement un des vecteurs de la transition énergétique, et sans l'hydrogène, on n'y arrivera probablement pas. Aujourd'hui, ces filières sont plutôt faibles ou pas spécialisées, et donc c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, qui a fait l'objet d'une collaboration pour pouvoir accélérer la création de ces formations, leur mise à disposition, leur déploiement, pour que très très rapidement ça puisse précipiter en des choses très concrètes, que sont voilà, la formation professionnelle, l'alternance, la formation académique tout simplement. C'est ce qu'on fait beaucoup avec l'Université Grenoble. Ça, c'est un premier exemple, je dirais, de collaboration très concrète et qui ensuite se matérialise par voilà, l'intégration de plusieurs dizaines d'alternants ou des recrutements de jeunes diplômés. Très bien. Je voudrais juste rebondir, effectivement, donc on a tous ces secteurs qui sont, comme vous l'avez noté, en demande de recrutement fortement, et donc cette lenteur a priori de la transformation de la formation. Et qu'est-ce que ça, pourquoi d'habitude on a du mal à transformer la formation? Parce qu'effectivement, pour ouvrir, il faut fermer. Pour fermer, ça veut dire accompagner les professeurs dans une nouvelle formation. Ça veut dire aussi que la région investit dans des plateaux techniques, et enfin, il faut qu'on attire les jeunes. Tout ça, ça prend du temps. Donc, effectivement, avec l'AMI CMA, on a une espèce de pré-relais qui permet d'accélérer tout ça, puisqu'on n'est pas obligé de fermer tout de suite pour ouvrir, puisqu'on a des moyens, en tout cas à court terme, pour financer les nouvelles formations, parce qu'on travaille avec les entreprises. Et là, je crois que ce soit avec Air Liquide ou tous les partenaires qu'on peut avoir dans la région, on développe aussi beaucoup les professeurs associés. C'est-à-dire, oui, vous avez besoin qu'on forme des jeunes de plus en plus parce que vous manquez de main-d'œuvre, mais il faut que vous nous en prêtiez un petit peu de la main-d'œuvre pour les former. Hein. Donc il y a un investissement à faire de la part des entreprises, et c'est positif là-dessus. Et clair, moi je trouve qu'aujourd'hui les entreprises comprennent qu'on doit travailler ensemble et qu'on a aussi besoin des compétences qui sont chez eux pour travailler auprès des jeunes avec nous et pour former aussi les enseignants à ces métiers de demain. Et puis il y a une idée qu'on essaye de mettre en place dans l'académie. On connaît, ça a été évoqué tout à l'heure, les cordées de la réussite pour donner de l'ambition aux élèves pour les études supérieures. Et bien on essaye, alors ça s'appelle pas cordée de la réussite parce que c'est pas labellisé comme ça, mais on essaye d'inventer quelque chose d'un peu identique avec les entreprises autour de la découverte des métiers, puisqu'on doit le faire tout au long du cycle et puis qu'on peut continuer en lycée, du cycle 4, pardon. Et donc d'avoir justement
un parrainage qui va poursuivre ça, des mini-stages, le stage de troisième, etc. D'accord. En vous écoutant, je repensais à une autre dimension aussi, peut-être du territoire. C'est qu'on a beaucoup focalisé là sur Grenoble et sur l'écosystème d'une ville industrielle développée avec beaucoup d'emplois, taux de chômage très faible. Mais la réalité de l'Académie de Grenoble, par exemple, c'est aussi des territoires ruraux, des territoires périurbains, des territoires dans lesquels là, le territoire peut représenter aussi une source d'enfermement. On évoquait tout à l'heure sur les stages qu'une bonne pratique serait systématiquement dans un milieu masculin de prendre un stagiaire, mais à ce moment de prendre une stagiaire également, ou un stagiaire venant d'un milieu défavorisé ou connaissant la grande pauvreté. Est-ce que là aussi c'est dans les politiques que peut mener une rectrice et que peut mener une académie, une dimension, c'est-à-dire arriver à arracher en quelque sorte certains élèves à leur déterminisme géographique, j'allais dire, et à l'enfermement qu'ils peuvent avoir quand ils sont dans des zones rurales ou des zones éloignées des grandes métropoles les plus dynamiques de l'académie. Oui, on sait que les choix d'orientation sont souvent des choix de proximité. Hein, ça, voilà. Et d'ailleurs, c'est terrible parce que dans les zones isolées, on avait l'impression que le lycée professionnel tout petit, historiquement, eh ben, il proposait une filière pour les garçons, une filière pour les filles, hein, comme ça, et puis c'est tout, quoi. Voilà. Donc, effectivement, quand on dit le choix d'orientation, il faut laisser l'élève choisir son orientation, il faut le laisser, mais il faut un peu le bousculer aussi parce que s'il choisit juste pour pas bouger, c'est pas terrible et ça correspond pas nécessairement à ce qu'il a envie de faire en vrai. Il a envie de pas bouger peut-être, mais par rapport à son avenir, voilà. Donc oui, on doit travailler la mobilité. Alors la mobilité, elle se travaille de plein de manières. Elle se travaille dans la tête. Enfin, je veux dire, c'est une capacité, c'est une compétence, de se projeter, effectivement, d'accompagner à voir un peu plus loin que. Et ça peut se faire d'ailleurs au travers de l'éducation artistique et culturelle, hein, quand on fait des résidences d'artistes en éducation prioritaire ou en lycée professionnel et qu'après, ou après des gamins vont pouvoir aller à l'opéra sans se dire c'est pas pour moi, ou dans un musée sans se dire c'est pas pour moi, ça ouvre les possibles, et ouvrir les possibles, c'est une des manières d'engendrer de la mobilité. Alors plus concrètement, bien sûr, on a aussi des internats, hein, des internats d'excellence avec des lieux de vie qui sont censés être de plus en plus attractifs, avec des projets éducatifs qui donnent une marque, qui peuvent sortir de l'image de la pension, hein, voilà, hein, parce que l'internat, ça peut être un bel endroit qui permet d'aller ailleurs. Et alors surtout, on parlait des stages de troisième. Nous, ce qu'on essaye de développer dans l'Académie de Grenoble, c'est des appariements de lycées, de collèges ruraux isolés, avec des lycées en ville, dans les grandes villes, pas simplement à Grenoble, en ville, lycées avec internat. Et donc, appareillé, c'est-à-dire que le chef d'établissement, le principal du collège est en lien avec le proviseur du lycée, qui va travailler avec lui pour trouver des stages dans la ville qui va permettre de diversifier les possibilités de stages. Et puis là, on fait d'une pierre trois coups parce que le jeune va pouvoir faire un stage plus riche que ce qu'il aurait trouvé à côté de chez lui. Il va dormir à l'internat, donc il découvre aussi ce que c'est que la vie à l'internat. Et on essaye de le faire davantage dans les lycées professionnels, de manière à ce qu'il découvre aussi des métiers et des plateaux techniques. Donc ça, c'est quelque chose qui marche pas mal pour ouvrir les possibles. Après, il y a aussi la mobilité internationale, qui est quelque chose qui est maintenant extrêmement important, et beaucoup de jeunes font leur stage dans la voie professionnelle, leur période de formation en milieu professionnel en Europe. On a énormément de partenariats Erasmus+, et c'est sûr que quand un jeune qui sort de son quartier pour aller en Espagne pendant 3 semaines, après ça lui paraît moins compliqué d'aller 2 villes plus loin, quoi, hein. Donc en fait, mais il y a vraiment un travail sur l'ensemble des possibles, parce qu'on avait fait une étude à Reims, un chercheur, hein, avait fait une étude sur le territoire des Ardennes en l'occurrence, qui montrait que c'était vraiment, c'est pas qu'ils n'osaient pas aller ailleurs, c'est qu'ailleurs n'existait pas. Et ça, on le trouve
Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas seulement genre une grande ville comme Grenoble et les territoires ruraux, parce qu'au sein d'une grande ville comme Grenoble, voilà, il y a des territoires aussi fermés et presque plus isolés que les territoires ruraux. Ce sont les quartiers, effectivement, politique de la ville ou éducation prioritaire. On ne sort pas de ce quartier, quoi. Donc, presque plus qu'on sort d'un quartier, enfin, d'un territoire rural. Merci beaucoup. Avant de revenir peut-être aux questions et aux politiques de recrutement, je me tourne donc vers Catherine Beauvois et Pôle emploi, cette noble institution d'intermédiation qui là aussi, hein, je posais la question un peu comme je l'ai posée à la rectrice INSAL, c'est-à-dire qu'on a là des dispositifs nationaux, un opérateur qui est un opérateur national, qui va se transformer d'ailleurs incessamment sous peu et qui se donne précisément comme objectif dans un contexte qu'on connaît, c'est-à-dire un contexte où on a à la fois des difficultés de recrutement, mais un taux de chômage encore conséquent, même s'il a baissé, de faire des appariements, j'allais dire, plus fins au niveau territorial et d'essayer, en créant justement des coopérations d'acteurs, d'essayer de décliner son action nationale en prenant en compte le territoire. Oui, absolument. Alors, pour essayer de répondre à votre question, je suis obligée d'abord de prendre un petit peu de temps sur le diagnostic qu'on a fait au niveau national. Parce que, et je pense que ça fera le lien avec un certain nombre d'échanges qu'on a eu depuis le début de la journée. On parle énormément de métiers, on parle énormément de compétences. Finalement, quand on fait le bilan aujourd'hui des outils qu'on a à disposition pour décrire ces métiers et ces compétences, ils sont en fait assez peu qualitatifs, et je parle directement pour ceux de ma maison, et assez peu partagés, très dispersés. Donc, pour vous donner quelques éléments de repère, le répertoire opérationnel des métiers et des emplois à Pôle emploi, c'est 532 fiches qui sont réputées décrire plusieurs dizaines de milliers d'emplois. Mais donc, on voit bien que c'est agrégé, mais j'ai écouté tout à l'heure Darès qui nous expliquait que son étude a travaillé autour de familles de métiers, parce que aller à la maille fine des quelques 5000 principaux emplois du marché du travail, c'est extrêmement difficile. Mais sauf que quand on est dans un accompagnement individuel des personnes, c'est pas la famille d'emploi qui va être utile, c'est bien cet emploi X ou Y, et puis en plus vraisemblablement des niveaux de qualification qui vont être liés à ce que j'ai fait. Donc tout ça pour dire que on a fait au niveau national à Pôle emploi le diagnostic du fait que notre capacité à informer sur les métiers et les compétences était très insuffisante, et comme on est conseil en évolution professionnelle, on s'est dit on peut pas en rester là. Donc vous vous rappeliez tout à l'heure que je suis chef de projet à la DG de Pôle emploi. En fait, je porte un projet qui s'appelle Compétences 4.0 et qui s'occupe en ce moment même de profondément retravailler, restructurer ce répertoire opérationnel. On est à mi-chemin aujourd'hui. On a depuis 3 ans travaillé considérablement le référentiel de compétences de cet outil. Ça peut paraître très technique, mais en fait c'est très concret, et je vais vraiment faire écho à des choses qu'on a partagées ce matin. On n'a pas arrêté de parler de compétences, mais en fait, à chaque fois qu'on a donné des exemples un peu précis, c'était seulement des savoir-être et c'était seulement des qualités. De type je veux être motivé, curieux, ok, mais des compétences, des vraies compétences. En fait, c'est extraordinairement difficile à décrire. C'est d'autant plus difficile qu'en fait, il n'y a pas de langage partagé entre aucun des acteurs du champ de l'emploi et de la formation professionnelle. Nous, on va les décrire d'une certaine manière, l'ONICEP va les décrire d'une autre manière, les entreprises et les branches professionnelles, chacune vont les décrire de façon différente. Donc en fait, comment voulez-vous qu'un individu, qu'un jeune, que ses familles s'en sortent? On a un énorme problème de langage partagé autour de la compétence, et donc c'est le premier défi qu'on a essayé de relever à travers le projet que je conduis. Et évidemment, on l'a pas fait seul, on l'a fait avec l'ONICEP, on l'a fait avec un certain nombre d'acteurs, les OPCO ont été associés très tôt, et on a créé un nouveau référentiel de compétences qui est doté d'une nomenclature, c'est-à-dire d'une organisation thématique des compétences qui permet de découvrir progressivement, qui s'affiche sur l'écran, et qui a classé les compétences par grande thématique. Ça a plusieurs vertus, et le code couleur n'est pas neutre. Ça va me permettre aussi de faire un certain nombre d'échos avec d'autres choses qui ont été dites dans le courant de la journée. Donc vous voyez, c'est des grandes thématiques qui sont, j'allais dire classiques, j'en sais rien, puisqu'en fait c'est assez nouveau, mais on reconnaît bien l'univers
du social, du management, du soin, l'univers de l'innovation, qu'elle soit artistique ou technologique, l'univers de la production, l'univers de tout ce qui va être en back-office, les compétences de la conduite de projet, du comptable, du juriste, enfin voilà, tout ce qui va aider à structurer l'activité, et puis tout ce qui va relever du développement économique. Mais donc, et cette nomenclature, elle est ensuite déclinée par plusieurs niveaux. Si on peut passer à la stade d'après, je crois que j'ai un exemple qui va vous montrer comment, voilà, on part d'un domaine et on décrit un enjeu qui se décline progressivement en objectif et qui va se décliner ensuite en macro-compétences. Et en fait, on a réussi à comprendre qu'en partant d'un référentiel de compétences qui avait plus de 9000 items dans le ROM ancien, on a réussi à identifier quelques 5000 macro-compétences, donc des compétences très génériques qui permettent de décrire l'ensemble des comment dirais-je, métiers. Alors évidemment, on n'est pas une description fine de la compétence contextuée au poste de travail. Bien évidemment, ce n'est pas ça. Mais c'est une expression de compétence générique qui permet quand même d'abord de classer toutes les compétences détaillées participant de cette même objectif, et du coup ça permet d'identifier de façon beaucoup plus efficace les passerelles possibles entre métiers. Parce que si je prends un exemple sur l'écran, par exemple les compétences de la vente, si je regarde à la maille d'une compétence détaillée, je vais avoir très peu de compétences exactement similaires entre deux métiers, selon que je suis vendeur, je sais pas moi, de vêtements dans la grande distribution et vendeur de machines ultra technologiques pour l'industrie. En fait, je vais pas faire les ponts. Enfin, jusqu'à présent, je ne faisais pas les ponts. Et en fait, d'avoir structuré ce référentiel va non seulement m'aider à comprendre où sont les pots sensibles entre les métiers, donc à desserrer la pression, enfin, et à identifier des passerelles possibles, à élargir le champ des possibles, mais aussi à faire une pédagogie très concrète sur c'est quoi les compétences. Et si je peux revenir à la précédente slide pour vous expliquer aussi un code couleur et faire le lien tout à l'heure, j'étais très sensible à la précédente regard croisé qui parlait et qui mettait un petit peu en opposition la compétence et l'appétence. En fait, on l'a pas fait exprès, on l'a constaté a posteriori. Ce classement et ces grands domaines qu'on a identifiés font très fortement écho aux grandes familles du RIASEC, pour ceux qui connaissent. Et du coup, en fait, on est en train d'y travailler en ce moment même. On a d'ores et déjà mis en valeur dans le site internet qui s'appelle Métiescope, qui donne à voir le nouveau ROM, la façon dont se combinent finalement toutes les compétences qui composent un métier, sont en fait un arc-en-ciel avec des majeurs et des mineurs de ces éléments de domaine, de compétences. Et en fait, selon que j'ai une dominante bleue, par exemple, je vais vraisemblablement être dans les métiers du soin, du care, de façon générale. Mais en fait, je vais pouvoir identifier l'ensemble des métiers qui ont globalement le même type d'arc-en-ciel. Et si je fais en parallèle, et moi je travaille évidemment sur l'orientation, la réorientation des adultes, le bilan de mon expérience professionnelle, je vais en fait aussi pouvoir faire un profil de compétences qui va correspondre peu ou prou aussi à des majeurs, à des mineurs, et je vais pouvoir aller rechercher et retrouver des métiers qui ont ces mêmes équilibres ou pas, parce que peut-être que j'ai envie de changer et d'accentuer telle ou telle dominante. Donc vous voyez, c'est vraiment un travail très structurel dont on va désormais s'efforcer de travailler les éléments de déclinaison pour aider à l'orientation éclairée et faire en sorte au maximum à la fois d'élargir les champs des possibles, mais de ne pas mettre en opposition, parce que je trouve ça dramatique, le côté ce que j'aime faire et ce que je peux faire au regard de ce qu'offre le territoire, quoi. Voilà, et gagner en agilité dans ce type de réflexion-là. Donc, un énorme travail au niveau national pour penser des outils, renouveler des outils d'aide à l'information sur les compétences et les métiers. Mais ensuite, qu'évidemment, on décline sur le territoire. Donc, j'évoquais à l'instant Métiescope, site internet, certes national, mais qui vous permet de sélectionner le territoire sur lequel, enfin, qui vous intéresse. Et ce site internet, il ne fait pas seulement exposer les données du ROM, donc décrire de l'information sur les métiers et les compétences. Il va également pousser un certain nombre de services associés
pour aller plus loin, vraiment dans une logique de conseil en évolution professionnelle. Si je m'informe sur les métiers, c'est vraisemblablement que je veux aller vers ça. Et donc, on a accroché à l'information sur les métiers des services pour aider à trouver des entreprises, aller faire de l'immersion, trouver de la formation correspondant sur mon territoire à ces métiers, aller vérifier les offres d'emploi sur mon territoire. Est-ce que, voilà, et puis en plus, je peux jouer en changeant de territoire pour voir si à côté, à droite, à deux villes après, c'est plus dynamique ou pas, et du coup, est-ce que je peux y aller? En fait, c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on a construit cet outil, là aussi pour dans une logique d'aide à la décision et voilà et gagner en agilité. Donc je ne peux que vous inviter à aller voir ce site en prenant une précaution, mais qui est enfin que je trouve importante, c'est que comme je vous le disais, aujourd'hui on est au milieu du gué sur cet outil et ce travail. On a fait un énorme travail sur le référentiel de compétences, mais on est toujours, et on a le compteur qui l'indique, à 532 fiches. Le défi que je conduis désormais, et sur les 2 prochaines années, c'est de passer de 532 fiches à plus de 3000. Et là, encore une fois, on va le faire pas tout seul, on va le faire avec l'ensemble des branches professionnelles, les OPCO, la DGAFP, la fonction publique, l'APEC pour le regard sur les métiers cadres, parce que ce n'est que en gagnant en finesse de description qu'à la fois on pourra être plus juste dans le conseil en transition professionnelle, dans la valorisation des compétences métiers, qu'on pourra en plus gagner en finesse de compréhension de comment les emplois se transforment. Ça, c'est aussi une des grandes thématiques qu'on a évoquées ce matin et qui est absolument passionnante. Bon, je ne sais pas comment vous faites pour vous, mais moi je trouve que c'est terriblement difficile en fait d'avoir une vision concrète des choses. On lit tous certainement un certain nombre d'études qui, de façon macro, nous permettent de toucher du doigt ce qui vient. Mais concrètement, comment tel ou tel métier se transforme et comment se verdissent les compétences, comment émergent des métiers, par exemple, verts, nouveaux, parce que sont en train d'émerger un certain nombre de soucis nouveaux dans les entreprises. Eh bien, ça, c'est des choses que hier, on arrivait très mal à capter. Technologiquement, le ROM était assez peu évolutif et en plus, on n'était pas assez branché avec l'univers de l'entreprise. Le ROM 4.0, lui, non seulement par les technologies qui le portent, mais également par tout le réseau des partenaires qu'on a mis autour et qu'on va renforcer avec France Travail, va, je l'espère, permettre d'être ce réceptacle de cette capacité à comprendre concrètement et de façon assez précise comment se transforment ces compétences. En tout cas, nous, on a prévu de qualifier les compétences du numérique, les compétences de la transition écologique, et on va regarder aussi de façon spécifique, on l'a évoqué un peu en transversalité tout au long de la journée, les compétences transverses. Parce que ça, c'est un autre point que je trouve très difficile par rapport à l'approche territoriale qu'on évoque dans ce regard croisé. C'est que quand on est dans une logique d'orientation au plus près des personnes, des gens, des territoires, mais qu'en même temps on essaye de se projeter un minimum, savoir dans 5 ans quels sont les métiers du territoire. Déjà, même au niveau macro et national, c'est pas simple. Au niveau micro, en fait, c'est vraiment très difficile. Et si on veut, malgré tout, porter du sens, faire de la pédagogie sur les dynamiques économiques du territoire, et en même temps essayer de sécuriser les personnes sur cette logique, moi, si déjà on peut faire ça, en allant vers ce type de formation, vous ne pouvez pas perdre votre temps. Je ne suis pas complètement sûre que ça atteindra le métier X ou Y, parce que d'ici 5 ans, on parlait ce matin, on a évoqué rapidement la révolution de ChatGPT, un peu en rigolant, en disant que ça n'avait pas encore fait complètement ses preuves. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent que ça va balayer plein de choses, vraiment. Et qu'on on va le voir dans les mois et les années à venir, mais que c'est pas 10 ans, c'est d'ici 2 ans, je pense qu'il y a des choses qui auront complètement muté. Mais c'est intéressant, enfin, ce qui est intéressant du coup, c'est de savoir investir dans des compétences qui vont pas être balayées par ce genre de technologie, et c'est ce qu'on a appelé ce que moi j'appelle les compétences transverses. Alors, ce matin, on a beaucoup parlé des savoir-être professionnels, et quelque chose qu'on a essayé de travailler dans le RAM 4.0, c'est d'essayer d'élargir un peu le spectre, la qualification de ce qu'on veut qualifier. Pôle emploi, on avait déjà un petit référentiel de savoir-être professionnel très similaire à la plupart des référentiels que les grandes entreprises peuvent avoir de savoir-être.
Mais en fait, en lisant en même temps la recherche académique sur ces sujets-là, on s'est quand même rendu compte, et notamment les travaux financés par Erasmus+, du RegTech à EFA, on s'est quand même rendu compte que les compétences transverses, c'était bien plus large que les savoir-être professionnels, et que c'était extrêmement important de les valoriser, que c'est en général des choses qui sont très peu décrites dans les métiers, parce qu'on considère que ça va sans dire, qu'on est très orienté, je pense que c'est un héritage de notre élitisme sur la description des compétences techniques, et finalement les compétences transverses, celles qui vont m'aider à être dans la communication, dans l'organisation de mon travail, de celle des autres, et sont très peu valorisées. Ce qui est une absurdité, y compris en termes de recrutement, hein, parce qu'à compétences techniques égales, c'est celui qui maîtrise ses compétences transverses qui va vraiment faire la différence hein, dans un univers de contact. Mais c'est pas qualifié, c'est pas évalué, et c'est pas valorisé, ni dans les diplômes, ni à la suite dans les processus. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a beaucoup travaillé, parce que du coup, demain, quand on va passer de nos 532 fiches à nos 3000 fiches, on va vraiment être extrêmement vigilant à renforcer la description de ces compétences transverses. Et j'espère que ça va nourrir toute la réflexion de l'univers académique et de l'offre de formation pour également équilibrer les référentiels de compétences des diplômes et faire en sorte que les formations qui conduisent à ces métiers développent aussi et vraiment des regards très structurés autour de ces compétences qui me paraissent absolument indispensables, encore une fois, pour que collectivement on soit capable de gagner en agilité. Voilà. Et donc, c'est un peu ce type de discours qu'on essaye, nous, de porter sur le terrain. Et ça n'a pas encore été évoqué, mais notamment, Pôle emploi est évidemment partie prenante d'une action qui s'appelle Avenir professionnel, qui conduit à aller dans les lycées, parler un peu du marché de l'emploi, des métiers, des techniques de recherche d'emploi. Et évidemment, c'est des choses, cette réflexion, qui devrait nous ouvrir à partir de la rentrée prochaine également le discours qu'on tient autour de cette dynamique de marché. Je vous en prie, je peux compléter. Oui. Du coup, j'étais totalement d'accord avec le fait que c'est vrai que c'est très compliqué quand on a des projections d'emploi dans des métiers, dans des familles de métiers. C'est très compliqué du coup de pouvoir vraiment au niveau des formations s'adapter parce que ça regroupe énormément de métiers et c'est très compliqué de pouvoir vraiment viser. Je sais que j'avais parlé avec des personnes à la conférence des grandes écoles et qui m'avaient expliqué que en fait elles voulaient ouvrir enfin justement les métiers donc évoluer, elles voulaient ouvrir des formations en fait qui étaient adaptées à l'évolution de ces métiers, notamment justement intelligence artificielle, enfin transition numérique, transition écologique et tout ça, et que en fait elles n'avaient pas de cartographie de ces compétences nouvelles, et donc elles avaient besoin de financement, mais en fait on leur disait si vous voulez ces financements, il faut pouvoir le justifier qu'il y a vraiment cette transition qui se fait, et en fait comme il n'y avait pas particulièrement de quantification très précise, en fait, elles n'arrivaient pas à avoir ces financements, et c'est au final un cercle vicieux parce que si elles n'arrivent pas à avoir ces financements, les personnes ne sont pas formées, et donc il y a des problèmes et des difficultés de recrutement. Heureusement, enfin, du coup, avec Pôle emploi, on publie les tensions au niveau départemental et au niveau toujours de familles professionnelles, mais 225 métiers, donc c'est un peu plus précis. Et notamment, je voulais aussi parler d'une étude qu'avait fait France Stratégie, donc sur les compétences, sur l'évolution des compétences. Donc, ils regardent dans le passé, et on aimerait donc à l'occasion, enfin dans le cadre les métiers en 2030, publier, on espère cette année, donc une publication des projections des compétences à l'horizon 2030. Donc toujours, ça reste quand même des regroupements, mais ce qu'on remarque surtout, en tout cas dans la publication de France Stratégie, c'est qu'au final, dans le passé, quand on regarde l'évolution des compétences, c'est assez logique avec l'évolution des métiers qu'on voit. Donc on a dans la première tendance, c'est vraiment les compétences des transitions écologiques et numériques qu'on voit déjà dans les métiers. Donc en fait, ça s'accompagne. Et au final, nous, les projections qu'on compte faire, c'est donc on n'aura pas la projection de comment la compétence sera le plus utilisée, parce que ça, du coup, on n'arrive pas à le quantifier. Par contre, si une compétence est très présente dans un métier et que ce métier se développe beaucoup, alors on considérera que cette compétence se développe beaucoup. Et au final, quand on regarde dans le passé, c'est assez ce qui se passe. Donc les transitions écologiques et numériques qui tirent beaucoup les compétences,
donc des compétences qui sont de plus en plus utilisées. On a la croissance des besoins structurels d'aide et de soins aux personnes fragiles, donc pareil des compétences qui sont relatives aux métiers dont on va avoir besoin pour le soin des personnes plus âgées. Et on a également l'intervention dans les chaînes logistiques qui croît, et donc des compétences qui sont mobilisées par les ouvriers de la manutention et des cadres commerciaux et gérants de commerce, mais aussi par les cadres de l'industrie qui vont vraiment plus être mobilisés par ces métiers qui sont du coup en croissance. Merci beaucoup. Alors, je suis assailli de questions. C'est pour ça que je suis sur mon téléphone. Je reprends la précaution oratoire de mon prédécesseur. Je suis pas sur TikTok. Donc, ce que vous disiez qui est effectivement intéressant, on voit bien dans tout ce qu'on a évoqué depuis ce matin, c'est que d'abord, il y a la question... Alors d'abord, on comprend que l'orientation, les parcours d'orientation, d'insertion, ils nécessitent tout le temps, à quelque échelle que ce soit, des partenariats entre des institutions, des entreprises, l'éducation nationale, un réseau d'acteurs, et que pour que ces partenariats se nouent, il faut d'abord une culture commune. Est-ce qu'on est bien d'accord sur cette idée qu'on a basculé d'une logique, on va dire, qualification à une logique compétence, comme on disait il y a quelques années? Donc déjà, bon, ça, j'ai l'impression qu'en tout cas, depuis ce matin, tout le monde a l'air d'accord pour dire oui, effectivement, il y a maintenant une dynamique de destruction, en création des métiers et des compétences qui fait que, effectivement, il y a les savoirs, j'ai insisté dessus ce matin, mais au-delà des savoirs, s'articulent à ces savoirs des compétences dont vous disiez vous-même qu'elles sont parfois difficiles à définir et que vous listez. Et puis là, vous rajoutez un niveau, si j'ose dire. Après la culture commune, il y a le langage commun. C'est-à-dire, il faut qu'on sache bien de quelles compétences on parle et est-ce qu'on les nomme et qu'on on les dénomme bien de la même manière. Alors donc, j'avais une série de questions qui tournaient autour de ça. Alors, une qui s'adressait à Air Liquide, en tout cas, qui disait, est-ce que la vision qu'a l'entreprise des compétences du 21e siècle, des compétences à venir, est-ce qu'elle est la même que celle de Pôle emploi? Donc ça, je ne sais pas si l'un ou l'autre, peut-être au travers des partenariats, j'imagine que vous avez développé votre répertoire aussi, peut-être en liaison avec le monde de l'entreprise. Et puis la question qui se posait, ça c'était à Hélène, est-ce que l'éducation nationale, alors vous avez parlé de l'ONICEP, est-ce que vos dispositifs, ça c'est moi qui rajoute, sont articulés, c'est-à-dire celui que vous nous avez présenté, puis par exemple je pense au dispositif à venir que développe l'ONICEP aussi autour de cette question des compétences, est-ce que tout ça est articulé et est-ce que tout ça diffuse auprès des collègues de l'éducation nationale, de manière qu'ils se saisissent non seulement de cette culture commune, mais également de ce langage commun d'identification des compétences. Ou est-ce que tout reste à faire dans ce domaine? Je ne sais pas qui répond en premier aux interpellations. Un premier élément de réponse, mais j'étais à vous écouter. Vous ne m'auriez pas dit que vous étiez chez Pôle emploi, j'aurais pu imaginer que vous travailliez dans une entreprise qui menait ses études d'analyse de compétences, de métiers, etc. En fait, on fait exactement la même chose. Et le rendu est même... c'est étonnant à quel point ça ressemble. Donc, je me dis que là, peut-être on a des efforts qui se démultiplient et qui ne s'optimisent pas toujours, mais le langage commun, il est essentiel. Et l'autre parallélisme que je voudrais faire avec ce que vous nous avez présenté, c'est la proportion de l'importance des compétences de savoir-être. Voilà, je ne sais pas peu importe comment on les appelle, mais on voit tous de quoi on parle. Pareil, cette proportion-là, qui plus est dans une boîte d'ingénieurs dans laquelle je suis aujourd'hui, où j'ai vu dans les 15 dernières années, dans les processus de sélection interne ou dans, en gros, le développement professionnel de nos équipes, une part de plus en plus significative. Et alors, il y avait quoi, 18%, donc quelque chose sur notre graphique, où il y avait à un moment donné un graphique qui indiquait un peu les proportions. Bon, ces proportions-là, elles augmentent massivement. Moi-même, je ne suis pas de formation RH et peut-être que finalement, certaines de mes compétences de savoir-être ont été un peu plus développées que mes compétences d'ingénieur, alors que c'était ma formation initiale, pour m'orienter à un moment donné vers un métier de ressources humaines. Mais la polyvalence et l'adaptabilité des profils, on n'apprend pas beaucoup à l'école. Hein. Je n'ai pas du tout appris ça à l'école. C'est fondamental maintenant pour trouver un métier et même se développer dans l'entreprise. Parfois bien plus d'ailleurs que la compétence technique. Et vous me disiez d'ailleurs en préparant cette table ronde, que je l'évoquais d'ailleurs ce matin, je vous ai cité sans votre permission, mais je l'évoquais ce matin, qu'en fait maintenant les trajectoires, enfin cette question-là que nous on pose au sein du système éducatif, elle se pose en fait tout au long de la vie, et que en fait les personnes qui sont par exemple chez Air Liquide, lorsqu'ils occupent un emploi, ils doivent d'une certaine manière déjà se projeter
vers l'emploi suivant, sans que les choses aillent de soi. C'est-à-dire ils doivent construire, là pour le coup, Frédéric Dessler parlait d'être auteur de sa trajectoire, ils doivent être auteurs ou autrices de leur trajectoire, hein, en sachant identifier, valoriser, objectiver ses compétences. Très schématiquement, il y a 10 ans, on vous appelait systématiquement pour le poste d'après. Ça, aujourd'hui, c'est plus vrai du tout. En interne, hein, j'entends. Et aujourd'hui, on doit avoir une dynamique beaucoup plus importante, voilà, prise par le collaborateur lui-même pour imaginer la suite. Après, l'entreprise est plus ou moins développée dans sa culture RH et dans sa culture managériale pour l'accompagner et rendre possible, mais la responsabilisation de l'individu a massivement changé. Et ça met beaucoup de gens en difficulté. Alors oui, peut-être pour rebondir et puis faire le lien, parce que je prends comme une forme de compliment, en tout cas quelque chose d'intéressant de la remarque que vous faisiez sur le fait que j'aurais pu être en entreprise, c'est que je pense qu'une des difficultés d'ailleurs pour être bien comprise par rapport à cette ambition de langage partagé, c'est pas l'idée d'imposer un langage à tout le monde. Je pense vraiment que évidemment tous les grands groupes, toutes les boîtes ont continué à travailler sur leur référentiel de compétences et c'est indispensable et on se substituera pas à elle. Le sujet est absolument pas là. Par contre, on a besoin de repères partagés. Et en fait, c'est pour ça que quand moi je parle de logique de langage compétences, je parle d'abord et avant tout de cette nouvelle nomenclature qu'on a essayé de penser, et que ça, pour le coup, il y avait que le service public, les pouvoirs publics au sens large, qui pouvaient le faire, parce qu'il fallait en fait avoir une position un peu globale et neutre pour essayer de penser ça, et puis de toute façon partir sur un référentiel le plus complet possible, qui ne pouvait pas être un référentiel d'un secteur ou d'une entreprise. Donc effectivement, on est parti du ROM pour faire ça. En plus, on a donc livré le 20 mars dernier une première version, mais c'est une version pas tout à fait martyr, ça faisait 3 ans qu'on y travaillait, mais une version dont je sais qu'elle va continuer d'évoluer. Parce qu'on a travaillé essentiellement sur la matière qu'on connaissait à l'aune du ROM V3, même si on a travaillé dans le dialogue avec l'ensemble des acteurs économiques qui sont partenaires du projet, mais c'est maintenant et confronté et de toute façon alimenté par le travail de passer de 532 fiches à 3000 métiers et du coup d'être confronté aux détails de ces métiers qu'on va aussi pouvoir voir si notre comment dirais-je, référentiel a besoin de continuer à évoluer. Mais du coup, je pense que c'est vraiment ce repère, cette organisation et les macro-compétences qui peut faire repère commun. Ensuite, toutes les compétences détaillées de chacune des entreprises, elles s'indexent en dessous. Il y a aucun problème. Et en tout cas, je sais qu'il y a plusieurs groupes, Michelin, SNCF, avec qui j'ai eu l'occasion de présenter les travaux en amont de la livraison du ROM 4.0, qui nous disaient, mais c'est génial parce qu'en fait, justement, quand il y a plusieurs filières, enfin des grands groupes qui ont été issus de regroupements, enfin voilà, divers et variés, qu'il y a plusieurs établissements avec plusieurs référentiels de compétences, travailler aussi à faire converger les référentiels d'un groupe, c'est manifestement extrêmement difficile. Et là, pouvoir proposer une nomenclature commune, encore une fois, personne n'a besoin de perdre son référentiel détaillé, mais par contre, des ponts communs, on va tout de suite aller les voir grâce aux macro-compétences, et ça peut être vraiment intéressant. Tout ça pour dire que c'était nécessairement une démarche publique, libre de droit, qui plus est. Et oui, bien sûr, on a travaillé depuis le démarrage avec l'ONICEP. On a travaillé, comme je le disais tout à l'heure, avec les OPCO, et puis avec la dynamique France Travail. J'espère que tout ça va continuer de s'accentuer, parce que vraiment l'idée, c'est de faire que ce référentiel de métier et de compétences soit au sens propre du terme, un bien commun. Soit vraiment le repère partagé. Alors ensuite, c'est ce qu'on dit quand on discute avec la DG de l'ONICEP. L'ONICEP continuera à faire des fiches métiers écrites et adaptées à la lecture d'un public de jeunes en collège, en lycée, parce qu'évidemment qu'on ne va pas décrire les métiers de la même manière que pour des adultes déjà en emploi, mais on va essayer, ça c'est certain, d'avoir des référentiels le plus convergents possible. Et à mon avis, on a un autre bel enjeu devant nous aussi, c'est d'essayer de faire converger aussi nos nomenclatures de métiers
J'espère vraiment que d'ici 3-4 ans, on aura l'occasion. Moi, j'attends de finir mes 3000 fiches, mais j'espère qu'à Pôle emploi, on va retravailler notre nomenclature de métier cette fois-ci, les fameux codes ROM, et essayer de faire, enfin, de travailler à de la convergence avec les autres référentiels, là aussi pour gagner en visibilité de nos études prospectives, quoi, parce que c'est à la fois absolument indispensable d'avoir des études prospectives, mais si on n'arrive pas à aller jusqu'au bout de l'opérationnalisation de ce qu'elles nous apprennent, en fait, ça fait de belles études, mais moi j'essaye de travailler pour les faiseurs et c'est pas assez précis. Donc, Tâche suivante, dont j'imagine qu'elle n'est, en plus elle n'est pas finie, c'est-à-dire que non seulement il y a tout ce que vous évoquez, mais elle doit être, au regard de tout ce qu'on a dit depuis ce matin, adaptée en permanence. Ah bah c'est ça, c'est-à-dire qu'on au fur et à mesure que les métiers apparaissent, disparaissent. On a aussi un outil avec une plateforme collaborative qui sera ouverte à l'ensemble des experts qui pourront nous éclairer. On a vraiment tous les trimestres, le ROM pourra évoluer, faire disparaître des choses, en ajouter. Et quand je dis des choses, c'est des compétences, mais également des métiers. Et des métiers décrits ou des métiers au sens appellation qui émergent. Donc c'est vraiment tout ça qu'on va essayer de capter et qui sera exposé en temps réel dans Métier-Scope. Alors donc je me retourne, là j'ai le rôle facile de l'animateur, donc comme ça j'ai pas à répondre. Je me retourne vers Hélène sur la diffusion au sein de l'éducation nationale de ces connaissances, de ce langage commun, de cette culture commune, sur les compétences et sur les manières de les nommer et j'allais dire de les enseigner. Comment on fait? Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui pourrait exister? Alors déjà, on a beaucoup parlé de l'éducation à l'orientation au travers de la découverte des métiers. En fait, l'éducation à l'orientation, c'est aussi la pédagogie de l'orientation. Et là, on travaille vraiment les compétences transverses. Et là, je rejoins évidemment tout le travail qui est fait en lien avec l'ONICEP, savoir-être, mais aussi être soi. Voilà. Donc, on a effectivement besoin que les jeunes aient des liens avec l'entreprise, connaissent les métiers, etc. Mais on a aussi besoin qu'ils s'autorisent à se poser des questions sur eux-mêmes, à réfléchir à leurs compétences plutôt transverses. Et ça, à leurs appétences. Alors, oui, et leurs appétences, bien entendu. Et ça, c'est moins le boulot des psy-EN que le boulot des enseignants, et ça doit être internalisé dans les cours eux-mêmes. On en est loin. Mais c'est notre ambition. C'est ça. C'est notre ambition. Et alors, effectivement, on a parlé tout à l'heure de la réforme du lycée général et technologique, avec ces choix d'enseignement spécialité qui se font dès la seconde. Effectivement, il y a eu un vent de panique en mode vous demandez à des jeunes de 14-15 ans de choisir leur métier. Alors que non, on leur demande effectivement de commencer à se poser des questions sur eux-mêmes, ce qui leur plaît, ce qui revient à des compétences qu'ils ont envie alors qu'ils ne maîtrisent pas forcément, mais qu'ils ont envie de maîtriser. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a une transformation. Les familles de métiers dans la voie pro, c'est pareil d'ailleurs. Quand on a regroupé en seconde un certain nombre de formations en famille de métiers, et donc en fait le bac, la spécialisation commence en première, et donc du coup, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gestes professionnels qui sont travaillés en seconde, mais des gestes professionnels qui finalement sont transférables. C'est-à-dire, et c'est intéressant, qu'un jeune de lycée professionnel puisse se dire, en fait, ce geste professionnel qu'on m'apprend pour ce métier-là, à quelque chose près, c'est le même geste pour ce métier-là. C'est intéressant parce que, en fait, avoir des compétences transverses, c'est avoir des compétences transférables, comme je disais tout à l'heure, et il faut avoir conscience d'avoir des compétences transférables pour pouvoir se dire je peux changer. Exactement. Sans que ce soit je repars à zéro, je connais rien, etc. Voilà. Donc évidemment on travaille avec l'ONICEP, vous l'avez dit, on travaille avec Pôle emploi, l'expérimentation a lieu dans l'académie de Grenoble, et c'est très intéressant. Je suis allée voir ce qui se passait quand même parce que je suis très curieuse, et j'ai remarqué qu'il y avait deux types de positionnement. Pas de Pôle emploi, mais des professeurs. Il y a les professeurs qui sont là et qui assistent à la séquence et qui finalement ont une formation en même temps, quoi, ce qui est plutôt pas mal.
Puis il y a ceux qui se disent, bon, bah, ils font leur boulot, on fait autre chose pour l'instant. Ça, c'est marrant, hein. Donc, moi, je pense qu'il est extrêmement important que ces séquences-là soient partagées, effectivement, et que ça permette aussi aux professeurs, dans les modules d'insertion professionnelle, de pouvoir tenir un discours différent. Non, mais ça bouge. Et ça me fait penser à un autre sujet qui, à mon avis, n'est pas amélioré dans la version actuelle, mais sur lequel on pourrait travailler ensemble. C'est que dans la description des métiers dans le ROM, il y a non seulement des compétences, mais il y a aussi des savoirs. Et finalement, peut-être que dans l'univers académique et de l'éducation nationale, c'est dans les savoirs que les professeurs vont retrouver leur discipline. Et donc, donner à voir, discipline par discipline, où sont les savoirs, enfin, dans quel métier mobilise ces savoirs, pourrait être quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors, la précaution que je prends, c'est que je pense qu'aujourd'hui, sincèrement, mes savoirs sont assez mal décrits. C'est vraiment quelque chose que j'ai l'intention de travailler avec la DGSCRU qui me l'a proposé. Mais justement, enfin, voilà, travaillons-y, valorisons-le, ce qui permettra en plus, du coup, ensuite, aux professeurs de comprendre quels sont les usages sur le marché du travail des connaissances disciplinaires qu'ils transmettent à leurs élèves au cœur des entreprises. Parce que ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est assez mal appréhendé également. Et ce qu'on évoquait ce matin, au travers, par exemple, des différents actes pédagogiques, quel type de compétences répertoriées je développe, quel type de compétences transverses je développe, sans avoir besoin d'avoir un temps dédié au développement et à l'instruction d'une compétence. Je le fais voilà, en transmettant, en instruisant. En même temps, je développe par l'acte pédagogique une série de compétences. Exactement. Mais ça, il faut effectivement l'objectiver. Pour terminer, il nous reste peu de temps. J'en reviens au territoire. Alors, une question qui s'adresse à la rectrice de Reims, peut-être plus qu'à la rectrice de Grenoble. Comment on fait de Reims n'est pas là. L'ex-rectrice de Reims, dans un territoire où il y a, par exemple, un problème de dynamique d'emploi, de problématique d'emploi, quel message on adresse aux élèves? Est-ce qu'on leur dit, il faut être mobile, aller chercher du travail dans une autre académie? Comment on peut, voilà, quand on est, comment on résout cette question-là? Alors déjà, moi, si je me rappelle bien, dans l'Académie de Reims, d'abord, il y a toujours une appétence très très forte des élèves pour la voie professionnelle. Elle est très très développée et pas seulement par défaut. Enfin, je veux dire, il y a vraiment une culture de la voie pro et de la voie techno énorme dans l'Est. Ça, c'est... Et du coup, des élèves qui réussissent bien, et qui effectivement, à la fin de leur cursus, ne s'insèrent pas parce qu'il n'y a pas de boulot, non pas parce qu'ils n'ont pas les bonnes formations, mais parce qu'il n'y a pas de boulot, quoi. Et du coup, plus de poursuites en BTS, et beaucoup plus que dans une région comme celle dans laquelle je suis aujourd'hui, où ils sortent même quelquefois avant la fin du diplôme parce qu'il faut du boulot. Enfin, il y a aussi ce biais parfois dans les secteurs dynamiques. Et donc, du coup, il y a possibilité d'avoir une meilleure qualification. Donc, effectivement, toutes les entreprises... Alors, le problème, c'est que les entreprises s'installent là où enfin, il y a un truc, on tourne en rond, quoi, on parlait de l'Ouest, les populations vont vers l'Ouest, les populations qualifiées vont vers l'Ouest, les entreprises s'installent à l'Ouest. Enfin, quand est-ce que ça... La poule, l'œuf, tout ça. Donc, effectivement, on voit bien tous les efforts que font les collectivités dans ces territoires pour attirer les entreprises et qui nous demandent du coup de former les jeunes. Mais alors, comment on inverse la vapeur? Parce que sinon, effectivement, tout le monde s'en va. Et c'est pas... Enfin, c'est terrible. Après, ça fait cette France à deux vitesses ou cette horrible diagonale du vide. Ce terme est épouvantable. Voilà, donc c'est difficile. Ouais. Ce qu'il faut, c'est les pousser le plus possible à la qualification quand même, parce que on a beau faire, on a beau dire, plus on est qualifié, plus on s'en sort. Voilà. Est-ce que j'ai le temps de rebondir sur ce dernier point? Parce que... Si vous rebondissez en une minute. En une minute. C'est évident que plus on est qualifié, plus la suite du parcours sera simplifiée. Mais justement, c'est peut-être une chose qu'on a peu dite dans la journée, c'est l'importance de faire évoluer les pratiques et le regard des entreprises sur leurs critères de recrutement. On l'a dit, on l'a évoqué, le côté extrêmement dominant du diplôme initial dans la suite de parcours, et y compris 20 ou 30 ans après. Je suis avocate de formation, mais ne me donnez pas un dossier à plaider aujourd'hui. Ça fait 15 ans que je ne fais plus de droit, et ça serait ridicule. Mais pourtant, voilà, il y a un prestige social lié qui continue à me servir c'est absurde. Tout ça pour dire que sur le terrain,
Pôle emploi va essayer de s'y atteler, mais je pense qu'on ne peut pas travailler là-dessus tout seul. Et pour le coup, l'Institut de l'entreprise peut certainement nous y aider. Il y a vraiment à travailler au plus près avec les entreprises sur leurs méthodes et leurs critères de recrutement. Évidemment, tout au long de la journée, on a eu des DRH super chouettes qui ont vachement pensé leurs trucs et qui sont tout à fait parfaits. Le quotidien du territoire, c'est pas toujours ça. Et donc, il y a vraiment une culture du recrutement par les compétences et de dépasser les représentations qui sont de l'ordre culturel en France, qu'il faut vraiment, sur lequel il mériterait un plan d'action national, vraiment. À décliner sur les territoires, bien sûr. Ce sera le mot de la fin.